Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Un podcast qui, cette semaine, est à thématique Custodes. Donc c'est la sortie du codex Custodes. Nous en avons parlé dans l'émission de mercredi. Et je vais rajouter sur le gâteau une petite cerise du doux nom de Brutal Hammer. Un Brutal Hammer qui va être dédié à toute la partie que j'aime appeler relique custodienne. On va tout simplement parler de toutes les unités Forge World. Il y en a beaucoup. Elles vont nous permettre de rajouter une grosse dose de puissance et surtout de personnalité à nos listes Adeptus Custodes. Donc le codex est sorti, on en a parlé, je résume très vite fait, on a un détachement historique qui a pris tellement un nerf de l'enfer qu'il en est devenu un petit peu sans saveur. On a un détachement Sœur du Silence qui a franchement uniquement des prétentions narratives, et pourquoi pas, à vrai dire. On a un détachement qui le fonctionnement en tandem custodien et Sœur du Silence qui est très sympa mais qui paraît assez difficile à jouer et naturellement qui implique une certaine dose de modélisme supplémentaire, un besoin en figue qui n'est pas négligeable. Il va nous falloir beaucoup de Sœurs du Silence qui ne sont vendus que par 5. Il va nous falloir beaucoup de Rhino et très sincèrement, moi si j'ai joué Adeptus Custodes, ce n'est pas pour peindre du Rhino. Ça me fait chier, les Rhinos ce sont des vieilles figues, j'ai horreur des Rhinos, ça m'emmerde. Donc j'ai pas forcément envie. Et reste un dernier détachement qui est centré autour des personnages Custodes et qui, à mon sens, est quasi injouable. Alors, j'ai vu quelques théories au sujet de ce détachement, donc champion aurique, si ma mémoire est bonne. Et on a vu des gars faire des listes uniquement avec des personnages. Donc, vous allez jouer 3 capitaines à moto, 3 champions des lames, un Trajan Valoris, et un bon paquet d'entre eux, en fait, va être seul. C'est-à-dire, ils vont se déplacer seuls sur la map. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est débile. Les custodiens ne sont que 10 000. Aligner une armée avec les membres les plus rares, c'est à mon sens ni viable, ni rigolo. C'est complètement con, donc pourquoi pas pour une partie fun, mais honnêtement, ce sera un one-shot, je pense. On va pas s'amuser à faire une liste de personnages. Ça m'étonnerait fort que les gens aient envie de ça. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'en prends pour preuve les listes qu'on voit dans les tournois, les listes de l'Adeptus Custodes d'ordre compétitif. Ces listes sont d'une tristesse infinie. C'est que vous avez 3 x 5 Warden, vous avez 3 escouades de lanciers et 3 escouades d'Alarus. Voilà. Quelques persos, alors il y en a, ils jouent carrément 3 champions des lames. C'est nul, on se fait chier. La figurine est la même, quoi. C'est vraiment pas beau. Donc, dans le but de faire quelque chose de beau, de stylé, de custodien, on va aller voir ce qui se passe du côté de Forge World. Et en allant du côté de Forge World, c'est simple, vous doublez la mise. Ce tout petit codex qui regroupe, si mes souvenirs sont bons, 18 entrées, ce qui est très peu, vous allez doubler la mise chez Forge World. On a beaucoup d'options, on a beaucoup de styles supplémentaires et c'est exactement cela qu'on veut. Donc on va s'attarder là-dessus. Naturellement, il faut garder à l'esprit que comme toutes les entrées Forge World, le suivi en règle n'est pas terrible et les coups en points sont bien souvent aux fraises. Vous allez trouver des choses qui ne sont pas cohérentes en termes de coups en points. Donc là, le but de l'émission, ça va être de passer en revue la quasi-intégralité de ces unités dispo chez Forge World et de voir si oui ou non c'est jouable et si oui ou non c'est beau, tout simplement. Donc on va commencer par ce que sont les petits kits d'amélioration pour nos gardes custodiens. Donc ce sont des kits qui sont vendus tout simplement sous la forme de petits bras et de petites armes que vous allez greffer à vos kits plastiques existants. Et il y a des trucs sympas. On a déjà une variante de gardes custodiens qui sont équipés de lances différentes. Donc on a 2 types de lances, adrasite ou pyritique. Donc techniquement,
les lances adrasiques reprennent en fait l'arme nommée Lastrum Bolter, c'est-à-dire des bolters qui tirent une décharge d'énergie absolument infernale, qui avant était même trouvée sous la forme d'armes combinées. Et la lance spiritique, eh bien, c'est tout simplement un fuseur. Donc vous pouvez avoir une escouade de 5 gardes armés de fuseurs. C'est tout à fait sexy, hein, quand même, des fuseurs qui touchent à 2, ce n'est pas négligeable. Donc la portée est naturellement réduite, on n'a qu'une portée de 12 pouces, tandis que du côté Adrasite, eh bien, ça va être une arme à tir unique qui va faire du dégât 3. Donc force 5, PA-2, dégât 3. Donc c'est de l'anti-élite, mais bon, il y a assez peu de tirs. Donc je pense que si on devait choisir une des deux variantes, ce serait plutôt le fuseur. Et pourquoi pas, eh bien, faire guider cette escouade de garde à fuseurs par le nouveau capitaine en plastique qui vient de sortir, qui lui également a sa petite lance fuseur. Donc voilà, une petite escouade différentes, à thématique d'armes différentes, avec des poses un petit peu différentes. Franchement, pourquoi pas. L'ennui, c'est que eh bien, le coût en points, comme je l'ai dit précédemment, il est aux fraises, parce qu'ici, on va payer 300 points pour 5 gardes. C'est donc plus cher que des Wardens. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Clairement non, mais est-ce que ça vaut le coup pour varier les plaisirs et pourquoi pas faire embarquer vos petits custos dans un transport, les faire débarquer et tirer une grosse salve de fuseurs à courte portée? Franchement, ça reste jouable, c'est juste, allez, 50 points trop cher, quoi. Donc c'est pas non plus énorme. Donc voilà, une petite variante d'armes tout à fait sympa. Pour le reste, les lances demeurent des lances, c'est-à-dire qu'elles ont le même profil au corps à corps, et ces petits gardes, eh bien, gardent l'habilité nommée Stand Vigil, qui va leur permettre de reroll les blesses de 1 et de full reroll les blesses dès lors qu'ils sont sur un objectif. Autre petite particularité, une fois par bataille, vous allez donner à vos armes à la fois le Lethal Hits et l'Ignore Cover. Allez, c'est parti, quoi. Donc l'Ignore Cover sur du fuseur, c'est à peu près la certitude que votre adversaire n'aura aucune sauvegarde pour se défendre. Pourquoi pas, c'est cadeau, c'est le barbecue custodien à courte portée. Donc voilà, option sympa, néanmoins ça reste assez anecdotique. Parlons maintenant d'une autre variante des gardes custodiens qui, celle-là, me plaît beaucoup. Il s'agit des Sagittarum. Donc, encore une fois, un petit kit résine vendu sous la forme de simples armes avec des petits bras. Et cette fois, eh bien, ces Sagittarum, donc des gardes custodiens de tir, ils vont être équipés d'Adrastus Bolter, c'est-à-dire des... Techniquement, ce sont des bolters lourds. Ils ont rigoureusement le même profil qu'un bolter lourd. Donc, c'est 3 tirs qui ont le sustain, force 5, PA-1, dégâts 2. Donc, le bolter lourd, on sait que c'est bien. Donc, ici, on a quand même une escouade entière équipée de bolters lourds qui touchent à 2 avec le sustain. C'est tout à fait cool. Donc, les figurines, eh bien... Ça vous donne des gardes custodiens très statiques. Ils ont tous plus ou moins le même profil d'alignement de leurs armes. Eh bien, moi, ces Sagittarum, enfin, ce petit kit Sagittarum, je l'ai mis sur des Wardens. Et ça leur va à ravir. Donc, des petits custodiens en robe avec un énorme bolter dans les mains. Ils ont une pose très statique, mais honnêtement, ça leur va très, très bien aux Wardens. Je vous conseille parce que le kit garde custodien a des éléments de figurines en mouvement. C'est-à-dire, on a un garde en train de courir, etc. Avec un bolter, il a l'air un peu tarte. Donc je pense qu'une posture la plus statique possible ira bien mieux à ce petit kit de Sagittarum. Donc on l'a dit, une escouade de garde avec des bolters lourds, et on va pouvoir leur donner quelques petites règles sympas. Donc ça, c'est une règle permanente, c'est qu'à votre phase de tir, dès lors que vous réussissez une touche sur un ennemi, eh bien cet ennemi va être suppressed, entre guillemets, donc tir de suppression, eh bien, il va avoir un -1 hit pour sa phase de tir suivante. Donc ça, c'est vraiment excellent, hein. Donc ça exclut les monstres ou les véhicules, mais si vous ciblez, en plus vous avez une très bonne portée de 36 pouces avec vos bolters lourds, si vous ciblez une unité de tir ennemie un peu dangereuse, eh bien bam, tiens, un petit -1 hit, c'est absolument cadeau. Et de l'autre côté, Disintegration Beams, c'est-à-dire qu'on là on va charger les munitions spéciales. Donc auparavant en V9, ces bolters lourds custodes prenaient la forme d'une arme combinée, et on le
voit, en fait, il y a 2 petits canons. Il y a à la fois un canon de bolter et un autre canon qui est encore, cette fois, un canon adratique. Donc, ce truc qui décharge, c'est un peu l'équivalent du plasma custodes. Donc là, ce n'est plus une arme combinée. Par contre, pour illustrer le fait qu'on a un type de munition spéciale, eh bien, une fois par partie, vous allez donner à votre escouade entière le Devastating Wounds. Donc, très bien, hein, c'est cadeau. Ça représentera pas énormément de volume de blessures mortelles, naturellement, mais on est quand même content de l'avoir dès lors qu'on s'attaque à quelque chose d'un peu costaud. Donc, les Sagittarium, honnêtement, très bien. Ils sont costés exactement au même prix qu'une unité de garde custodien normaux, donc 225 points. Honnêtement, c'est très bon. Naturellement, ils n'ont pas vraiment d'impact au corps à corps, même s'ils sont loin d'être ridicules avec leur petite Misericordia, mais évidemment, ils n'ont pas vocation à aller au corps à corps. Cette escouade de Sagittarium, elle va faire office de gardien de but de luxe, quoi. Vraiment, là, on a des gardiens de but qui à la fois font mal au tir, qui tankent bien, parce que nous demeurons des custodes, malgré les règles récentes qui nous font un peu suer. Mais ça reste vraiment une très bonne unité pour jouer les gardiens de but. On n'oublie pas qu'ils ont accès à un petit stratagème qui va leur donner le sticky objective. Donc vous allez pouvoir garder votre zone de déploiement tout en allant chercher une petite ligne de vue ailleurs. Vraiment, Sagittarium, à mon sens, très bon. Moi, je vais les jouer presque systématiquement, je pense. Parlons ensuite d'une autre variante d'infanterie que sont les aquilons. Les aquilons, ce sont tout simplement les ancêtres de l'armure Terminator à la russe. Donc c'est l'équivalent à la russe, mais en mode 30K. Donc historiquement, ces armures aquilons équipaient le plus souvent ce qu'on appelle la garde Aetaron, c'est-à-dire la garde la plus proche de l'empereur. Souvent on parle d'une petite dizaine de mecs, donc c'était vraiment les premiers fidèles de l'empereur et même en fait ses propres conseillers, c'est-à-dire vraiment c'était les membres privilégiés de la Legio Custodes qui avaient quotidiennement un dialogue avec le leader suprême de l'humanité. Donc historiquement, cette petite garde revêtait cette armure aquilon, qui est donc une armure d'assaut très lourde. En termes de châssis, on est sur l'équivalent à la russe, donc qui consiste à avoir 4 points de vie, endurance 7. Ces figurines, honnêtement, je les trouve super stylées. C'est un peu des mini Dreadnought, quoi. On a un peu cette sensation de Dreadnought Contemptor miniature. Ils sont véritablement massifs. Ils sont plus massifs que les Alarus. Les Alarus sont plus fins, ils sont drapés de tissu. Non, là, vous avez vraiment l'armure lourde totale, qui est d'ailleurs montée sur un socle de 5 cm, donc 50 mm. Donc en termes de gabarit, on est proche vraiment du Centurion Space Marine. On a vraiment une armure énorme. Donc ces aquilons, bien, ils sont à la fois intéressants et un peu décevants en termes de règles. Ils sont intéressants tout simplement parce que les figurines sont superbes et clairement on a envie d'en jouer. Et ils sont moins intéressants par rapport à leur coût en points, car ils vont être plus chers que des Alarus. Une escouade de 3 va être 15 points plus cher qu'une escouade d'Alarus. Et nous perdons ce qui fait le principal sel de l'Alarus, ça va être de repartir en téléportarium en cours de bataille. Donc non, ici, on perd un peu cette mobilité. Par contre, on gagne d'autres choses. C'est qu'on a un peu plus d'options d'armes. Donc ces aquilons vont pouvoir être équipés de l'Astrum Storm Bolter. Donc c'est un Storm Bolter amélioré à Rapid Fire 2, Force 5 PA-1, donc voilà, c'est un fulgurant testostéroné. Mais on peut également leur mettre une fois de plus ce destructeur adratique, donc cette espèce d'arme à décharge d'énergie qui ne fait qu'un seul tir malheureusement, mais qui va être jumelé. Donc force 6, PA-2, dégâts 3, ça rigole pas trop quand même, hein. Tout ça touche à 2, mais là l'absence de mots-clés supplémentaires fait que ça fera un très très faible volume de tir, tout ça. Dans le meilleur des cas, vous allez
fumer un Terminator, quoi. Après, ça reste quand même pas mal de fumer un Terminator. Et autre variante, un petit lance-flamme. Et ça fait quand même plaisir d'avoir un petit lance-flamme sur des custos. Donc, un lance-flamme un peu amélioré, encore une fois, car il est force 6P à -1. Donc voilà, ignore cover, torrent, etc. Des 6 touches automatiques. Un bon vieux lance-flamme lourd des familles. Moi, c'est cette variante que j'ai choisie pour mes aquilons. Je leur ai mis un petit lance-flamme lourd. Et du côté des armes de mêlée, on a un bon vieux gantelet énergétique. Donc un gantelet énergétique qui représente quand même une plus-value par rapport à la lance traditionnelle, car nous passons à force 8. Pour le reste, c'est exactement le même profil. On a 5 tatanes, PA-2, dégâts 2. Donc un gantelet, c'est quand même très bon. Et de l'autre, eh bien, une espèce de gantelet à griffes qui là va être faite pour saturer. Donc on a 7 attaques mais de dégâts 1. Force 7 quand même, donc ça reste pas déconnant pour aller se plonger dans la horde, se plonger dans la masse. Donc moi j'ai choisi ça, j'ai choisi du lance-flamme lourd et un gantelet griffu. Je trouve que ça leur donne un look vraiment assez agressif, mais honnêtement toutes les variantes en termes de figurines sont plutôt cool. Et on a vraiment, voilà, en termes de figurines, cette sensation d'infanterie très très lourde. Ça fait bien plaisir d'aligner ça sur une table. Du côté des règles spéciales, ils ont nativement une reroll des blesses de 1. À courte portée, sur l'ennemi le plus proche, ouais bon, on s'en fout. On va peut-être gratter un PV de plus grâce à ça. Ah ben non, je me suis trompé, là, j'ai les règles sous les yeux, ils ont bien la même aptitude que les Alarus, donc ils vont pouvoir se retéléporter. Autant pour moi, ce qu'on perd par rapport aux Alarus, c'est la reroll des blesses sur tout ce qui est monstre, véhicule ou personnage. Bon, ça fait vraiment des Alarus quelque chose de meilleur, à mon sens. Avoir cette reroll, ça les rend particulièrement redoutables. Ici, il faudra se contenter d'une reroll des blesses de 1. Alors, est-ce que ces aquilons sont jouables ? Eh bien, oui, tout à fait. Ils sont juste un peu trop chers en points par rapport à des Alarus. Donc, pour le reste, honnêtement, moi, j'ai monté mes aquilons sur des socles de 40 et non pas de 50. Tout simplement pour, à loisir, les jouer en tant qu'Alarus. Habituellement, je vais les jouer en tant qu'Aquilons, etc. Il n'y a aucun problème. Mais par exemple, si je me retrouve à la dèche de 15 points, hop, je fais baisser l'addition et je dis à mon adversaire, bon, ça, c'est des Alarus. Ce ne sont pas les bonnes figurines, mais on s'en fout. Voilà, c'est juste pour le plaisir d'aligner d'autres types d'armures Terminator sur le champ de bataille. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'en jouer des Aquilons, soit en tant que tel, parce que naturellement, ils ne restent pas mauvais, ils sont moins impactants que des Alarus, mais ça reste des Terminators, donc ça reste très tanky. Quand au corps à corps, ils vont pas rigoler, les mecs, ils tapent à force 8 quand même, et en plus, on peut les retéléporter, donc c'est tout à fait jouable. Mais là, l'argument premier, eh bien, ce sont les figurines, naturellement. Les figurines sont super. On peut avoir 2 escouades, 2 Terminators Custodes complètement différents. Donc, si vous alignez sur une table une escouade de 5 Alarus et une escouade de 5 Aquilons, naturellement, c'est tout à fait stylé. On va continuer sur l'infanterie avec cette fois l'infanterie volante, les Venatari Custodes. Donc les Venatari, c'est une garde d'élite dans l'élite. On a vraiment, les figurines sont super belles, ça. On a vraiment cette sensation d'aigle en fait, un aigle doré qui fond sur sa proie. C'est tout simplement iconique. Lorsqu'on les regarde de dos, ils ont tout simplement une aquila géante dans le dos. Donc les figurines sont vraiment très belles. Elles vous sont proposées avec 2 options d'équipement, donc qui changent vraiment la donne. Dans ces Venatari, on va pouvoir avoir vraiment 2 types d'unités complètement différentes. Donc, ce sont des Custodes volants. Historiquement, les gars qui sont propulsés à l'ordre des Venatari, c'est vraiment ceux qui ont fait preuve d'une agressivité accrue et malgré en fait une armure plus légère, cette caste des Venatari est vraiment parmi l'une des plus prisées dans ce que forment les Host remparts. Donc vraiment là on parle d'une unité infiniment précieuse et également infiniment rare dans la Légio. Du côté du châssis,
Ce sont des custodes volants, il n'y a rien à dire de plus. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux variantes. Une variante équipée de simples lances, donc la Venatari lance, qui garde exactement le même profil d'attrition bien qu'un garde custodes normal, donc redoutable au corps à corps naturellement, hein, on sait ce que ça donne. Et de l'autre, une autre variante qui va être équipée d'un bouclier et d'un petit flingue. Donc on se retrouve finalement face à peu ou prou la même gamberge que lorsqu'on monte des gardes custodiens. On va avoir le choix entre un profil très agressif et un autre profil qui va plus tanker, car ce petit bouclier va leur rajouter 1 point de vie. Donc une unité volante à 4 points de vie endurance 6, ce n'est quand même pas rien. Par contre, du côté de ce petit flingue, c'est pas bien grand. On a 2 tirs à dégâts 1 qui ont quand même un petit sustain hits. Donc un petit tir de saturation qui reste néanmoins très correct. Tandis que ce petit bouclier, lorsque vous l'utilisez au corps à corps, ça vous fait 5 attaques un peu du même profil qu'une Misericordia. Donc vraiment, voilà, ça reste très correct, même si on ne tape qu'à dégâts 1. Donc ces deux types d'unités, on va leur donner des rôles bien différents sur le champ de bataille. Une dans l'agression et une qui va être là plus pour tanker, faire du control map. Et eh bien, ce qui les rend très précieux, ces petits Venatari, ce sont leurs règles spéciales. Donc on perd les règles alliées aux gardes custodiens, donc il n'y a pas de reroll de bless, il n'y a pas de profil amélioré en termes de létalité. Par contre, en termes de mobilité, eh bien ça rigole pas du tout, c'est même une des unités les plus mobiles du jeu, car elle va être éligible à tirer et charger durant un tour où elle a battu en retraite. Donc c'est gratos, pas de stratagème, désengager, tirer, charger. Donc ça vous permet de retraverser la table, c'est tout simplement très fort, tout le monde le sait. Le mouvement n'est que de 10, cependant, ça bouge moins vite qu'un Space Marine en jump pack. On bouge uniquement de 10. Et surtout, l'autre règle spéciale, c'est que une fois par bataille, vous allez pouvoir faire un rapid ingress gratuitement. Donc pour 0 PC. Et donc rien ne vous empêche de les cumuler, ces rapid ingress. Donc on imagine, on a 2 escouades de Venatari, une avec lance, l'autre avec bouclier. Eh bien, durant le tour 2 de l'adversaire, ces 2 escouades, vous allez pouvoir les faire arriver en rapid ingress pour pas un rond. Et vous pouvez cumuler. Donc à la fois ces 2 escouades en rapid ingress et ensuite rien ne vous empêche de payer cette fois un véritable PC pour faire venir une autre escouade, par exemple des Wardens. Donc là, ces Venatari, ça rigole pas. Ça rigole pas, ce dispositif, cette technique de déploiement est infiniment précieuse et donc vous allez confier à chacune de vos 2 escouades un rôle tactique précis. D'une part, les lanciers, vous allez les faire rapid ingress de manière à ensuite, durant votre tour, charger et dérouiller tout ce qu'il y a en face de vous, tandis que ceux avec bouclier vont pouvoir déployer plus pour vous emparer d'un objectif, par exemple. Donc c'est vraiment très très bon, le rapid ingress gratos, c'est vraiment terrible. Admettons qu'au tour suivant, vous soyez encore aux prises au corps à corps, vous allez pouvoir désengager, retirer, recharger. Ces Venatari sont d'une mobilité absolument folle et le fait de les jouer en petites escouades de 3 vont permettre à votre rapid ingress de se faire dans les meilleures conditions possibles. Vous allez pouvoir vous mettre derrière un occultant durant la phase de mouvement ennemi, même quand il a fini sa phase de mouvement, vous allez pouvoir les déployer de manière à refuser toute forme de ligne de vue. Donc vraiment, les Venatari, ils sont très bons. Après, le coût en points, 200 points les 3. C'est extrêmement cher, on est quand même à 66 points pour une bête unité d'infanterie, mais c'est de l'infanterie volante, c'est de l'infanterie qui rapid ingress gratos, c'est quand même de l'infanterie qui tank dur d'un côté ou qui fait très mal au corps à corps de l'autre. Donc c'est terrible, tout simplement. Donc je pense honnêtement, dans tout le petit catalogue Forge World, les Venatari vont être un peu la star des champs de bataille. À l'heure actuelle, en termes de règles, ils sont plus que jouables, ils sont même
excellent. Et on peut établir naturellement la petite comparaison avec ce que sont les motos Custodes, qui sont bien plus chères en points et quelque part un peu moins bonnes, parce que ils n'ont pas de bonus d'endurance supplémentaire, et à cette heure je me demande toujours pourquoi d'ailleurs. C'est quand même fou de ne pas les avoir passés endurance 7, quand on voit la gueule des figurines ce sera tout à fait logique, mais bref, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas non plus de rapid ingress gratos et ils n'ont pas non plus de désengagé-chargé. Donc pour moins cher, vous avez des Venatari qui ont à peu près la même résilience et qui ont la même attrition au corps à corps. Donc vraiment, les Venatari, c'est cool. Moi, je ne peux que vous conseiller d'en jouer 2 unités de chaque. Une unité avec bouclier qui va exceller en control map et l'autre avec lancier, là, qui vous offre un rapid ingress agressif. Voilà, vous faites votre rapid ingress bien tranquille, à l'abri des regards. Au tour suivant, vous chargez et il n'y a plus personne en face de vous. Et on peut même penser que cette avant-garde, elle va pouvoir se faire conjointement avec une charge d'une autre unité. Là, on pourrait retrouver par exemple les motos. Moi, vraiment, je joue ça en fait. Je joue 3 motos et 2 escouades de 3 Venatari. Ça fait de ma petite liste Custodes quelque chose de très mobile. Naturellement, ces troupes ont tendance à prendre le feu bien avant les autres. Mais bon, ok, tu vas te concentrer sur mes Venatari avec bouclier qui ont quand même 4 points de vie chacun. Ça va préserver le reste de mes troupes qui va arriver droit dans ta gueule. Donc vraiment, les Venatari, c'est cool. Je ne trouve pas qu'ils disqualifient les motos pour autant. Là, finalement, l'avantage, ça va pouvoir être le cumul. Donc, on peut même imaginer, par exemple, des listes custo avec 2 escouades de motos et 3 escouades de Venatari qui vont toutes faire un rapid ingress gratos. Là, ça vous garantit en fait une prise de map très tôt dans la partie et une prise de map quand même avec des châssis de 3 à 4 points de vie endurance 6. Donc là, l'adversaire, je peux vous dire qu'il va avoir des sueurs froides et en dehors de l'efficacité, je pense même que ces Venatari vont peut-être se retrouver dans les listes optimisées, custo. Mais bon, en dehors de l'efficacité intrinsèque de la datasheet, c'est surtout fun à jouer. Ça vous fait des custo très mobiles, ça vous fait une prise de map la plus large possible et même les motos à ce titre demeurent cool. Donc moi je joue les 3, une escouade de motos et 2 escouades de Venatari. Est-ce qu'on va jouer ces Venatari en une gigantesque escouade de 6 ? Donc là, 400 points, les mecs, 400 points qui est rapid ingress. Honnêtement, je ne pense pas parce qu'ils vont être plus difficiles à planquer. Ils vont être moins manœuvrables. Cela dit, un mec qui rapid ingress une escouade de 6 lanciers Venatari, quoi qu'il y ait en face au tour suivant, ça va mourir, je pense. Mais bon, c'est 400 points. Je trouve ça plus fun de les jouer en petites escouades. Donc Venatari, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un peu cher en points, mais à mon sens, ça les vaut largement. Passons maintenant aux gros morceaux, et ce qui est gros, on adore, c'est Brutal Hammer. On aime parler de ce qui est gros, de ce qui est stylé et de ce qui est puissant. Cet index Forge World nous offre pas moins de 3 Dreadnoughts. Des Dreadnoughts vraiment superbes, ils sont vraiment super beaux. Donc vous avez 2 variantes de Dreadnought Contemptor et une version super lourde de Dreadnought qui s'appelle le Télémon. Donc c'est là on parle vraiment de véritables reliques au sein de la Legio Custodes. On parle d'unités très très rares qui souvent en fait renferment dans leur sarcophage un ancien capitaine tombé au combat. Il n'y a vraiment que les plus grands héros qui connaissent l'honneur de revêtir ce type de sarcophage Dreadnought. Et concernant par exemple les Télémons, je crois qu'il n'y en a même pas une vingtaine dans l'Adeptus Custodes entier. Donc on parle vraiment de quelque chose de très rare. Mais bon, de très rare, on a quand même envie de les jouer. Et honnêtement, je ne suis jamais sorti en Custodes sans ces 3 Dreadnoughts qui sont tout simplement excellents. Donc là, encore une fois, on va faire un petit peu la balance par rapport au coût en points. Vous avez en premier lieu
le Contemptor Galatus. Donc le Contemptor Galactus, il est équipé d'un bouclier et d'une épée. Le kit est sympa, donc le kit sera le même en fait pour les deux options d'armement, c'est-à-dire que le châssis en lui-même est le même, c'est le même corps, vont juste changer les bras et les armes. Et donc dans cette première variante, donc ouais, je vais déjà parler un petit peu du châssis en Contemptor, il est à peu près le même que celui d'un Space Marine, c'est 10 PV, endurance 9, save à 2, invue à 4. Donc voilà, c'est un petit Dreadnought un peu fragile. Il est quand même au C3, le petit gaillard. Mais il manque un peu de PV, on va pas se mentir. L'endu 9 également, c'est un cap qui se fait facilement ratatiner par toute forme d'arme à fusion. Mais donc, cette première variante Galatus est équipée d'une épée et d'un bouclier. L'épée fait office de petits lance-flammes lourds jumelés. Très bien, on prend. Et de l'autre côté, eh bien, cette épée au corps à corps, c'est véritablement dévastateur car on a pas moins de 8 attaques, force 8, PA-2, dégâts 3. Autrement dit, un véritable faucheur d'élite. Donc on n'oublie pas que ce profil d'arme est également soumis au martial kata. Donc vous allez pouvoir avoir du sustain hit, donc 8 attaques, sustain hit, dégâts 3. Ça rigole pas beaucoup. Donc clairement, cette variante-là, Galatus, elle a pour corps, on va dire, d'aller se mêler à l'élite ennemie. Donc le type d'unité qui regroupe 3 points de vie avec des endurances un peu supérieures. Le Galactus est fait pour ça. 8 attaques, sustain hit, dégâts 3. Vous allez dérouiller du Terminator relativement facilement, à moins de complètement rebondir sur des invus. Mais ce qui fait de ce Galatus quelque chose de redoutable, c'est son bouclier. Car une fois engagé au corps à corps, chaque attaque de mêlée lui étant adressée va connaître un -1 bless. Et là, un -1 bless, quand on a endu 9 et qu'on a vocation à aller dans l'infanterie d'élite ennemie, cette infanterie d'élite type Terminator, je sais pas, des exaltés World Eaters par exemple, enfin bref, tout type de châssis de ce genre-là, va souvent taper à force 8. C'est-à-dire que les mecs, une fois qu'ils sont embourbés au corps à corps avec vous, ils ne vous blesseront plus que sur du 6. Donc là, c'est véritablement punitif pour l'adversaire. Une blesse à 6 sur un Dreadnought qui en plus a une invue, ça va être assez délicat de le loger. Cependant, ce petit Dread, eh bien, il ne bouge que de 6. Et là, en fait, c'est le véritable point faible de ces deux variantes de Contemptor Dreadnought, c'est qu'il ne bouge que de 6. Donc, autrement dit, avec leur châssis au demeurant assez fragile, si vous affrontez par exemple des armées de tir Xeno, vous ne représentez aucun enjeu de destruction. Les mecs vont vous aligner avec des railguns ou des lances de lumière, que sais-je. Ça va partir assez vite. Quand on fait du dégât D6+2, 10 points de vie, ça part assez largement. Donc voilà, quand on joue ces Dreadnought Contemptor, le véritable enjeu, c'est de parvenir entier au corps à corps. Et ça, quand on a un mouvement de 6, c'est assez délicat. On va faire des advances dans les premiers tours, mais ces advances vont forcément vous offrir quelques lignes de vue ennemies. Donc pourquoi pas ces deux variantes de Contemptor Dreadnought qui ont toutes les deux la même vocation, c'est-à-dire de foncer dans le tas, pourquoi pas les jouer en réserve? Et là, il va falloir ronger un petit peu votre frein. C'est qu'au tour 2, par exemple, vous allez prendre un flanc avec chacun de ces deux Dreadnoughts, mais en prenant soin de les occulter un maximum. Et suite à ça, pourquoi pas, votre mouvement de 6 plus une charge heureuse, vous allez parvenir dans les lignes ennemies. Pourquoi pas les jouer en réserve pour les préserver un maximum. Moi, du moins, c'est ce que j'essaie de faire et parfois ça marche très fort. Et ça marche très fort avec ce Galatus. Il n'y a pas longtemps, ce Galatus, je l'ai fait foncer dans une unité de 10 Terminator Blight Lords. Je peux vous dire, il ne pouvait rien faire. Il ne me blessait que sur du 6, tandis que moi, des Terminators, j'en enlevais par paquet de 3, voire 4. Donc vraiment, ce Galatus, il est destructeur contre l'élite ennemie. Et deuxième variante, c'est l'Achillus, donc le Contemptor Achillus qui est un lancier qui manie une lance absolument gigantesque. Et donc si le Galatus était un anti-élite, cet Achillus est clairement un anti-monstre ou véhicule. Il a un profil
d'attaque qui se rapproche de celui, par exemple, d'un Primarch démon. Il cogne véritablement comme un sourd. Ça lance au corps à corps, donc c'est 5 attaques, force 12, PA-2, dégâts D6 plus 1. Comme si ça ne suffisait pas, il a naturellement le mot-clé lance qui vous permet de blesser avec un plus 1. Donc en fait, il va blesser sur du 2, 90% du jeu. Hein, vraiment, vous le faites foncer par exemple dans un châssis type Dreadnought Redemptor, il va le blesser sur du 2. Sa force 12, naturellement, est un excellent moyen de faire un petit tank choc pour distribuer des blessures mortelles. Et cerise sur le gâteau, sa petite règle spéciale vous permet, dès que vous êtes engagé, à chaque début de phase de corps à corps, de faire des mortels supplémentaires. Donc vous lancez un dé. Si vous avez chargé à ce tour, vous ajoutez 2 au résultat. Donc, très facile. Hein. Et sur un 4 ou 5, l'ennemi prend des 3 blessures mortelles. Sur un 6, il en prend 3. Donc une petite dose de blessures mortelles supplémentaires. Le tank choc qui va caper à 5-6 blessures mortelles. Donc là, on parle quand même d'un gars qui, avant même de taper, vous a filé entre 6 et 9 blessures mortelles. Suite à ça, il tape avec une lance, donc potentiellement sustain hit, une lance, 5 attaques, 2 dégâts, D6 plus 1. Donc d'expérience, moi, ce petit Achillus, il y a pas longtemps, je l'ai fait foncer dans un Storm Raven, donc l'énorme Aérodine, c'était un Aérodine Grey Knight, on s'était fait un petit match fratricide Custodes Grey Knight. Ce Storm Raven, je l'ai véritablement empalé en une seule phase de charge. Donc vraiment, l'Achillus, franchement, ce qu'il touche, il le tue. Hein. Que vous fonciez dans un Land Raider, que vous fonciez dans un Primarch démon, tout ce type de châssis a le plus grand souci à se faire dès lors que ce petit mec parvient à son contact. Donc, très bon, hein. Là, on a 2 Dreadnoughts quelque part qui ont des cibles désignées vraiment différentes. Et donc, en termes de gameplay, je pense, pourquoi pas les jouer en réserve. En réserve, voilà, si vous avez un véhicule sur un flanc, vous faites venir l'Achillus. Si vous avez une élite ennemie qui a faible sur un autre flanc, vous faites venir le Galatus. Pourquoi pas, c'est tout à fait sympa. C'est du côté des coups en points que ça coince un petit peu parce que le Galactus est tarifé 175 points, l'Achillus 165. Donc vous en êtes à 350 points d'armée pour aligner ces 2 petits Dreadnoughts quand même assez fragiles. Naturellement, c'est pas opti du tout. Hein. Même si on prenait par exemple une unité alliée comme un Armiger, par exemple, c'est beaucoup moins cher en points. Donc là, c'est un choix. Hein. C'est le choix du style. Moi, c'est le choix que je fais systématiquement. Il arrive à ces contemptors, malheureusement, de mourir sans avoir rien fait. Mais dès lors que vous parvenez à charger une élite ennemie ou un gros véhicule ou un gros monstre, ces petits mecs envoient une sauce terrible. Et bon, je trouve que c'est un bon choix de les jouer en réserve sur une table un peu chargée. Vous allez pouvoir vous emparer d'un flanc, un peu à l'abri des regards, enfin du moins du mieux que vous pouvez. Et au tour d'après, il y aura toujours une cible plus trop loin pour espérer faire une charge décisive. Et là, on parle vraiment de charge décisive. Hein. Un Achillus qui charge, c'est décisif. Vous allez ratatiner tout ce qui se présente à vous. Mais bon, ça a un coup en points, ces petits mecs. Mais franchement, les figurines sont tellement belles, on a clairement envie de les jouer. Passons maintenant au Heavy Dreadnought, donc le Télémon, qui est vraiment une figurine énorme. Enfin, énorme, en vérité, depuis la sortie des Dreadnoughts Primaris comme le Redemptor, son gain en taille est plus à nuancer, hein, il n'est plus si énorme que ça. Néanmoins, ça reste une figurine superbe avec ses 2 énormes épaulières. Donc un kit résine assez massif, hein. Là on commence à parler d'un niveau de modélisme qui va vous demander pas mal d'attention. Mais bref, la figurine est très belle, vraiment c'est super beau. Les armes sont vendues séparément, hein, merci Forge World. Là, on parle d'un truc qui vaut véritablement une couille. Hein. Je crois qu'un Télémon, ça doit se chiffrer à 120 ou 130 balles avec les options d'armement incluses. Donc parlons un peu du châssis. Malheureusement, franchement,
il a été un peu trop simplifié à mon goût. En V9, le Télémon était vraiment redoutable. Il était un peu à l'équivalent d'un Land Raider en termes de points de vie. Ici, ça a été un peu rabaissé, aussi bien en termes de règles qu'en termes de châssis. Il s'agit tout bêtement d'un Redemptor avec une invulnérable. C'est exactement le même profil, sauf que il a une save à 2 et une invue. On retrouve cette capacité à réduire les dégâts de 1, donc ça on sait à quel point c'est très bien. Donc voilà, on a quand même un gros Dreadnought, save à 2, que vous allez vous démerder au maximum pour mettre à couvert. Donc voilà, save à 1+, invue à 4, je réduis les dégâts de 1, on parle d'un châssis quand même assez durable. Il bouge de 8, il est un peu plus rapide que ses deux petits compagnons, et parlons des options d'armement. Il en a quand même pas mal, on va pouvoir faire un Télémon axé tir ou axé corps à corps, ou alors faire un petit peu des deux. Donc en termes d'armement, on est là aussi sur quelque chose de très classique, ça Gatling, donc l'Arachnus Storm Cannons, et tout simplement une Gatling traditionnelle comme celle qu'on retrouve sur le Redemptor, 12 tirs de Satu à force 6 PA-1, avec le petit Devastating Wounds qui va bien. De son côté, l'Iliastus Accelerator Culverine est tout simplement un autocanon un peu dopé qui va faire 4 attaques de force 9, PA-1, c'est le défaut de tous les autocanons, et dégâts 3. Donc là, un faucheur d'élite, mais bon, il va falloir attendre des jets de sauvegarde de 1 pour vraiment que ça fonctionne. Sur son dos, il a un Spiculus Bolt Launcher. C'est tout simplement une petite batterie de petits missiles, et en vrai qui est très bien. D6 plus 3 tirs blast, force 5 PA 0. Donc voilà, une petite douche de tir supplémentaire. Et si on choisit de lui mettre une arme de corps à corps, et bien là c'est encore une fois exactement le même type de profil d'arme qu'un Redemptor Dreadnought. Donc 5 patates à dégâts 3. Donc comment le jouer ce petit élément? Parce que naturellement on va avoir envie de le jouer. D'ailleurs le coût en points il est de 235. Donc par comparaison, donc c'est un peu cher, hein, franchement. Là encore une fois 235 points. Si vous jouez celui-là plus les deux petits Dreadnought, c'est quand même une bagatelle de 550 points qui clairement sur la table auront un impact assez modéré, hein. Mais bon, le Télémon, il peut vous apporter quand même du tir. Du tir, on n'en a pas énormément en Custodes. Et moi, j'ai tendance un peu à le jouer comme ça. Il va être un peu en fond de map, accompagné par exemple des Sagittarum. Et je vais l'équiper full tir. Donc la petite batterie de lance-missile dorsale. Et d'un côté, une Gatling et de l'autre, un autocanon. Voilà, c'est un volume de tir tout à fait honorable. Alors certes, ça ne vaut absolument pas 235 points. Je pense véritablement que le meilleur combo, c'est Gatling et point de Redemptor, hein, pour en faire quelque chose quand même d'impactant. Mais pour l'instant, je trouve qu'il a sa place en mode full tir. Donc c'est assez sympa. Le kit vous permet de magnétiser très facilement ces armes. Et putain, on aimerait voir ça tellement partout. C'est que là, dans les épaules et sur les armes, vous avez carrément une petite empreinte destinée à y coller un aimant de 5 mm. Merci Forge World, ça fait plaisir. Voilà, on se prend pas la tête à creuser ça avec la perceuse. Ça va tout seul et naturellement, on aurait tort de s'en passer. Donc j'ai également un petit point de combat magnétisé pour varier les plaisirs. Donc ce Télémon, là encore, comme les deux petits Dreadnought, c'est le seul argument, c'est la classe, quoi. C'est la classe parce que le mec est trop classe. En plus, c'est un vrai bonheur à peindre, hein. Ce sont des grandes surfaces. On peut vraiment y travailler les ajouts de teintes dorées. Moi, voilà, je me suis lâché sur le Télémon. Ces plaques d'épaule, je leur ai fait un effet marbré. Sur l'or, j'ai ajouté des teintes bleues, brunes, violettes. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On a la place pour faire du travail d'aérographie superbe. Donc le Télémon, ces deux petits compagnons, là c'est tout simplement le style qui compte. Si vous faites une partie avec des listes plus dures, naturellement, je ne vous conseillerais pas de partir là-dessus. Si en face, vous avez toute une batterie de Lance des Ténèbres, Drukhari par exemple, ces petits gars vont sauter bien vite avant d'avoir dit leurs mots. Mais
Ben, moi, je les sors très régulièrement, hein. Mon trio de Dreadnought sur la table, c'est superbe. Parfois, je les joue carrément même en cercle, quoi, tu vois. C'est le Télémon avec ses deux gardes du corps. Il commence en milieu de map, il fonce, voilà. Généralement, il y a des pertes, mais c'est pas grave. On est tout à fait content de les jouer. Et avec des jets d'advance un peu heureux sur les contemptors en début de partie, ça va vous permettre de quand même mener des charges. Et ces charges sont véritablement dévastatrices. Donc un Télémon pour le tir et 2 contemptors pour le corps à corps. Moi, j'aime beaucoup jouer ça. Continuons sur les blindés avec cette fois une figurine qu'on retrouve assez souvent sur les champs de bataille Custodes, c'est le Caladius. Donc le Caladius Grave Tank, qui est donc un tank anti-grave qui bouge de 10. Côté châssis, on a 14 points de vie en du 11, save à 2 et une invue à 5. Donc c'est un peu moins bon qu'un Land Raider, mais ça reste quand même un profil bien tanky. Et la petite invue à 5, elle servira assez rarement, hein, uniquement contre des armes à fusion, je pense, mais on est quand même content de l'avoir. Et donc, ce tank va pouvoir se monter sous 2 variantes. Une variante anti-infanterie ou une variante anti-char. Et la variante anti-char, lorsqu'on joue Custodes, elle est assez précieuse. Jusqu'à maintenant, en fait, pour tuer des chars en custo, il fallait tout simplement faire une charge de lancier sur le châssis en question, ajouter un petit lethal hit, pourquoi pas un +1 bless, et là vous veniez à bout de n'importe quel type de tank. Et bien là vous allez pouvoir le faire à distance, donc c'est tout à fait précieux. Et cette variante anti-char, donc il y a un canon Arachnus jumelé, on a 4 attaques, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 2. Donc c'est très balèze, hein. On rejoint un peu le profil d'armement qu'on trouve chez les armées de tir Xeno. En plus, le mec, il est jumelé, donc force 12, reroll, bon ça va. Donc là, vraiment, à moins de faire 3-1 au jet de touche, dans ce cas, vous avez le droit de pleurer, naturellement, l'adversaire vous comprendra. Donc on est sur quelque chose d'assez fiable, voire même de complètement redoutable. Et donc, du côté de la variante anti-infanterie, c'est un autocanon jumelé cette fois. Donc il y a 4 tirs à 48 pouces, mais rapid fire 4. Donc ça vous offre à peu près le même volume de tir qu'un petit armigeur, par exemple. Donc très bon. Encore une fois, c'est jumelé, mais par contre, on se confronte toujours au même problème lié aux autocanons, c'est la PA-1. Mais bon, vous faites 8 tirs, jumelé, c'est quand même pas mal. Votre adversaire va potentiellement louper 2 ou 3 saves, et ben ça fera 2 ou 3 Terminator de mort. Mais bon, sur la table, clairement, le plus impactant, c'est la variante anti-char. Là, on est vraiment sur quelque chose de très 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 dangereux pour n'importe quel type de châssis, hein. La force 12 jumelée, c'est quand même bien bourrin, hein. Dès lors que vous ciblez un Land Raider du chaos, vous allez le blesser à 4 reroll. C'est quand même vraiment très très fort. Et la petite règle spéciale de ce tank, c'est que, dès lors que vous choisissez une de ces 2 variantes, ça va vous donner le lethal hits sur tel ou tel type de cible. Et donc la variante anti-char, par exemple, va avoir naturellement le lethal hits sur tout ce qui est monstre ou véhicule. Tandis que la variante anti-infanterie va avoir le lethal hits sur tout ce qui est infanterie, donc tout ce qui n'est pas monstre ou véhicule. Donc là, ça commence à faire beaucoup, hein. Dans la variante anti-char, 4 tirs qui touchent à 2, lethal hits, force 12 jumelé. Vraiment, on est sur du très 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 fiable, et donc ça se paye un peu en points parce qu'on est à 215 points. Donc 215 points pour un anti-char extrêmement fiable, un peu moins tanky qu'un Land Raider qui bouge de 10. Pour moi, ça les vaut largement. Et là, une fois de plus, parlons figurines. Et c'est tout à fait stylé. Le Caladius est une variante tout à fait stylée. Ça vous présente des énormes aplats d'armure que vous allez pouvoir peindre n'importe comment, hein. Vraiment, avec un aérographe, vous allez vous régaler. Donc moi, j'en ai un. J'ai choisi la variante anti-char, naturellement.
Je ne le sors pas à toutes les occasions, mais bon, en gros, c'est ma seule source d'anti-char dans toute l'armée et c'est plutôt de bon ton de l'aligner sur table. Donc vraiment, le Caladius, un peu cher en points, mais tout à fait, il est même, je pense, méta-compatible. Hein. On peut très bien imaginer des listes custodes où les gars vont spammer du Caladius. Enfin, imaginez 3 tanks comme ça sur la table. C'est vraiment la promesse que, quoi qu'il arrive devant moi, typiquement un chevalier impérial corrompu, il va sauter très 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 facilement. Hein. Là, on est vraiment sur un volume de tir duquel rien ne peut échapper. Ça fait de votre armée custodes un peu une armée de taux. Donc vraiment, le Caladius, très bon. La variante anti-infanterie est un peu plus anecdotique. Moi, j'ai magnétisé quand même la tourelle qui lui est associée. Pourquoi pas un jour sortir un auto-canon qui fait 8 tirs, lethal hit, dégâts 3, c'est vraiment pas mal. Évidemment, nous sommes confrontés au manque de PA, mais là encore, je trouve que ça reste tout à fait jouable. Parlons maintenant de la version lourde de ce châssis, donc de ce châssis de tank antigrave qui est le Coronus. Et donc le Coronus, c'est tout simplement un transport. Donc la figurine est réellement énorme. C'est vraiment une figurine vraiment massive, plus massive encore que le Caladius. Et à mon sens, c'est une réussite, hein, cette figurine. On a vraiment cette espèce d'autocar custodes extrêmement massif. Donc c'est un transport tout à fait similaire à celui d'un Land Raider. C'est un Land Raider avec une armure à 5, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Il peut embarquer 8 membres de l'Adeptus Custodes. Donc là, je pense qu'en fait, ils n'ont pas forcément réécrit les règles à ce sujet, car ça va vous permettre juste d'embarquer une escouade de 5 accompagnée d'un personnage. Pourquoi pas? La petite règle spéciale s'appelle Fire Support. C'est-à-dire que durant votre phase de tir, l'unité ennemie que vous allez prendre pour cible, suite à ça, l'unité embarquée qui va sortir de ce transport va pouvoir reroll les blesses contre la cible que le transport a choisi. J'espère que c'est clair. En gros, le char arrive, hop, je tire sur une unité ennemie, je fais débarquer mes troupes à courte portée. Quand je vais tirer dessus, je vais avoir une full reroll des blesses. C'est quand même très sympa. Ça fait un peu doublon avec la règle spéciale des gardes custodiens, mais ça peut être cool. Par exemple, ça peut donner à une escouade de Wardens une reroll des blesses. Donc c'est absolument quand même assez confortable. Et ce n'est pas capé à la phase de tir seul. Donc admettons, votre tank arrive, vos Wardens sont à l'intérieur, les Wardens débarquent, ce transport, vous le faites tirer sur la cible qui est devant vous, vos Wardens vont avoir une reroll des blesses intégrale au tir et au corps à corps contre cette unité préalablement désignée. Donc là, on se dit, merde, c'est un peu dommage parce que je ne peux mettre qu'une seule escouade dedans. Mais pourquoi pas embarquer dans ce Coronus 2 petites escouades de 3. Et là, vous allez avoir, par exemple, 2 escouades de 3 Wardens qui vont donc pouvoir avoir une reroll des blesses. Mais bon, on ne peut choisir qu'une cible à la fois. Donc pourquoi pas, tour 2, je choisis une cible, je débarque mes Wardens, reroll bless. Tour 3, mon châssis est encore en vie. Enfin, normalement. Je tire, nouvelle cible, reroll bless. Donc, petit quand même combo sympa qui rajoute un peu de variété au gameplay. Du côté des armes de tir, il n'a pas grand-chose sur lui, ce petit gars. Il a quand même un Blaze Cannon jumelé, donc 8 tirs, force 5, Devastating Wounds et Twin Linked. Hein. Donc, quand même, une reroll des bless avec de la Deva Wound, ça va vous permettre de gratter quand même quelques PV et également un petit canon bolter sur le devant, donc un petit équivalent de bolter lourd. Ce transport vous est tarifé 200 points. Donc il est très tanky. Il est au C5, donc vous allez poser votre énorme cul sur un objectif. Le but du jeu, ça va être d'y rester, de faire débarquer vos troupes qui vont vous screener. Donc ça demeure tout à fait jouable. En termes d'attrition, ce petit gars va juste vous faire de 1 à 3 mortels par phase de tir grâce à son petit canon jumelé à Deva Wound, mais rien de plus. Mais en gros, il est tout à fait jouable. La figurine est tout à fait stylée. Pourquoi pas varier les plaisirs avec ça?
Bon, eh bien, je crois qu'on a gentiment fait le tour. Je fais l'impasse sur les aérodynes qui ne sont pas bien ouf, parce que là, on parle en plus de coups en points absolument délirants. Le Ares Gunship, il est à 580 points. Et là, il vous offre une source de, de canons anti-char qui, voilà, le mec, il fait du tir, force 18. Dégâts D6 plus 6. Donc on commence à rejoindre un peu des profils d'armes qu'on trouve un petit peu sur les titans. Mais à 580 points, voilà, c'est pas loin d'être injouable, hein, tout simplement. On a également le vaisseau Orion, qui là est carrément à 690 points. Donc idem, assez injouable dans le cadre de parties normales, on va dire. Et on a également le petit Palace. Et ce petit Palace, donc c'est un petit tank d'assaut antigrave où il y a un seul pilote à l'intérieur. Là, en fait, il est tout à fait jouable, mais il ne sert pas à grand chose. Il va juste vous offrir un peu de tir anti-infanterie et surtout, il est tarifé 120 points, ce qui est bien trop cher. On est sur un profil un peu, c'est comme une moto améliorée, hein, quelque part. Donc, je fais l'impasse sur le Palace. La figurine, à mon sens, est pas terrible. C'est un peu trop petit, à mon sens, pour du Custodes. On a du mal à imaginer le pilote logé à l'intérieur. Donc, je pense que pour le reste, on a fait le tour de ces unités Forge World et elles sont, franchement, tout est bon, quoi. J'ai fait également l'impasse sur l'ancêtre des motos, donc les motos Agamatus, qui sont les motos 30K, coup en point délirant, figurine bien moins jolie que les Versus Praetors, donc continuons à jouer nos motos actuelles. Ces anciennes motos ne sont pas intéressantes. Mais en gros, vous l'avez vu, il y a à faire dans quelque part ce deuxième codex, quoi. Il y a beaucoup à faire. On peut se faire plaisir avec des tanks, donc que ce soit le transport ou les différentes variantes de Caladus. On peut se faire plaisir avec du Dreadnought et clairement jouer les trois. Je vous jure que c'est quand même satisfaisant. Donc là, on parle de choses pas optimisé, mais ça nous fait tout simplement un bien fou de les mettre sur les tables. Et parfois, l'adversaire regarde vos contempteurs de travers, et quand il s'en prend un dans la mouille, je peux vous dire, il voit pas venir le truc. Hein. Voilà, quand j'ai empalé, quand j'ai empalé un Stormraven, j'étais là, mais putain, en fait, le truc, il démonte tout, quoi. Ça aurait été Mortarion en face de moi, je pense que le résultat aurait été le même. Donc, on se fait plaisir avec des transports, des tanks, des Dreadnoughts. Les variantes de garde sont vraiment très bonnes à mon sens, surtout les Sagittarum. C'est un peu malheureux que la variante avec des fuseurs soit proposée à un tarif en points délirant, parce que pour le reste, elle est tout à fait jouable et on aurait bien aimé la voir au même coup en points que les autres. Est-ce que ce sera corrigé? Je ne pense pas. Le suivi de ces troupes est vraiment mauvais. Hein. Les index Forge World sont vraiment peu suivis en termes de règles. Les coûts en points ne sont pas vraiment adaptés. Hein. Là, globalement, en fait, tout est cher hein, dans cet index Forge World. Donc voilà, c'est des choix à faire. Est-ce que je mets un peu moins de trucs sur la table? Mais par contre, est-ce que j'envoie du style? Du style, oui, on en veut. Donc les Sagittarum, pour moi, c'est auto-include. Hein, des custos avec des bolters lourds, j'en veux. Clairement, j'en veux. C'est des gardiens de but excellents. La variante avec fuseur, je les sortirai pour les grandes occasions, mariage et bar mitzvah, on va dire. Ils sont quand même cool. C'est quand même cool d'avoir des petites armes différentes, quoi. Et concernant les autres unités, il y en a des golden. Hein. Les Venatari sont véritablement golden. Vraiment, ils sont super. Hein. Les figurines tuent. Alors ouais, petit disclaimer pour les Venatari, leur méthode de fixation est horrible. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une tige transparente à leur enfoncer dans le fion. On a envie de faire autre chose. Malheureusement, moi je les ai montés comme ça. J'ai pas trop réfléchi. C'est très fragile à manipuler. C'est très chiant. C'est pas stable du tout. J'ai des gros regrets. À mon sens, en fait, choisissez des petits prints 3D de socle qui vous présentent par exemple des petites colonnades là. Comme ça, vous avez juste à leur poser un pied dessus. Ce sera bien plus joli et bien plus solide. Donc, je n'exclus pas de devoir faire ça à l'avenir. Là, à mon avis, le temps est compté avant qu'une des tiges transparentes casse et me fasse hurler de malheur. Je pense qu'il va falloir les
les foutre sur des socles plus costauds. Mais bon, les Venatari, jouez-en, vraiment, l'unité est golden, quoi. Là encore, cher en points, mais avoir du rapid ingress gratos et tout, c'est tout simplement excellent, hein. Vraiment la prise de map totale, agressivité totale, une mobilité qui ajoute beaucoup de fun à votre liste Custodes, donc c'est vraiment très bien. Et donc, on va retrouver quelque part ce plaisir de jeu qui nous a un peu été enlevé du codex, on va le retrouver en variant les plaisirs grâce à ces unités Forge World. Ça met beaucoup de fun dans vos listes, on peut jouer des armées un peu blindées, des armées axées mobilité ou des armées qui alignent un maximum de gardes sous leurs variantes différentes. Prenons un peu des exemples débiles, mais un gars qui va jouer par exemple 3 escouades de Sagittarum, le mec il a une puissance de feu au bolter lourd mais qui déconne zéro, quoi. Idem, un gars qui va jouer 3 escouades de Venatari, 3 rapid ingress gratos pendant le tour 2, c'est waouh, c'est hyper fort, quoi. Si en plus vous rajoutez des motos par dessus, ça devient vraiment ingérable, quoi. Donc ces unités Forge World vont vous permettre de développer finalement la thématique de vos armées Custodes. Une thématique lourde, blindée, avec pourquoi pas également des Aquilons, hein, cette variante Terminator dont on a parlé, que j'aime beaucoup. Donc voilà, quelque chose axé sur l'infanterie lourde et les blindés lourds, donc des Dreadnought Télémon, des Caladus, des Aquilons. Vous avez une armée d'élite 30K complètement jouable avec les règles actuelles. Donc voilà, une autre liste d'armées à dominante attaque rapide, avec plein de motos et plein de Venatari, donc on pourra rajouter le fameux capitaine à moto, c'est tout à fait cool. Bref, les possibilités sont nombreuses, et naturellement, pour éviter les schémas de liste véritablement ennuyeuse en Custodes optimisé entre guillemets, eh bien varier les plaisirs avec ces unités Forge World qui sont toutes plus belles les unes que les autres, qui pour certaines sont d'une puissance terrible. Par exemple, un Achillus qui mène une charge, c'est absolument dévastateur. Un Caladus qui tire également, ça fait peur à tout le monde. Bref, ce petit index, ce deuxième codex dans le codex, avait tout à fait sa place au sein de Brutal Hammer. C'est beau, c'est puissant, c'est complètement stylé, ça rajoute une bonne couche de fun et de variété dans vos listes. C'est complètement Brutal Hammer approved. Ne vous privez pas de jouer ces unités-là. Alors naturellement, là, l'addition chez Forge World, on parle d'un truc à 1600 €. Hein. Si vous achetez toutes les unités différentes, ça coûte un prix fou. Libre à vous de trouver des moyens alternatifs. Libre à vous de mener la piraterie. Franchement, Forge World, c'est absolument imbuvable. Trouvez-vous des moyens alternatifs. Je ne vais pas faire la promotion ici de trucs illégaux, mais pour ma part, je suis très bien loti en la matière. J'avais acheté un Contemptor Forge World. La qualité était dégueulasse. Le moule, il avait 100 ans. Tout était pourri, les lignes de moulage étaient pourries, c'était pas propre. Ça m'a demandé un taf fou en nettoyage, en ébarbage. C'était de la merde tarifée au prix fort. Eh bien, j'ai trouvé beaucoup mieux. Voilà, par voie alternative, le prix est divisé par 10. C'est tout simplement n'importe quoi. Et en plus, c'est plus propre, c'est plus facile à travailler. Les moules sont tout neufs. J'ai envie de dire, allons-y, quoi. Bref, Forge World, j'adore ce que vous faites, mais sur les tarifs, là, non, c'est juste pas possible, en fait, quoi. Un Télémon, ça ne vaut pas 140 €. Arrêtez de vous toucher. Bref, Brutal Hammer, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai parlé vraiment là d'unités que j'adore, que j'ai adoré peindre et que j'adore jouer. Mes petits chouchous demeurent les Venatari et les Aquilons. J'adore ces unités. Les Aquilons, ils sont tellement beaux, quoi. J'adore. Brutal Hammer, c'est fini. Je vous retrouve plus tard. Ça a clôturé cette session d'émission dédiée aux Custodes. Donc, on a eu le Faction Focus, le Codex Review qui s'est fait un peu dans l'amertume et ce Brutal
Brutal Hammer qui, cette fois, se fait dans la joie et l'allégresse, malgré des coups en poing pas toujours très bons. Bref, les reliques custodiennes, jouez-en un maximum, c'est tout simplement parfait. À plus tard sur Rural Hammer, le Discord Rural Hammer, la page peinture Instagram Brother Maxou Painting. Je serai toujours ravi de vous y retrouver. À plus tard les amis, portez-vous bien et bonne peinture et bon jeu. Ciao.